Les trois lignes primordiales que sont, on en reparlera, la ligne de vie, la ligne de tête et la ligne de cœur, on les voit apparaître aux alentours de 5 mois environ. Christian, je suis ravi de te retrouver ici à Paris, au cœur de ton cabinet. On est dans le 15e arrondissement. On va parler finalement de choses qui sont peut-être aussi ancestrales que l'humanité, c'est-à-dire le destin, les lignes de la main. On se souvient forcément d'Esmeralda. Elle a marqué finalement nos mémoires, je dirais de littérature, peut-être de cinéma. Mais on est toujours avec finalement ce regard, sa main, c'est quelque chose de crucial. Comment, toi, Christian, parce que tu es devenu, je dirais, une sommité, là aussi, on dit la chiromancie, hein, c'est ça ? Exact, mon cher Eric. Heureux de te revoir aussi. Puis on s'est vu à Nantes il y a quelques temps. Il y a quelques temps, voilà. Et puis, la chiromancie, donc si tu veux que je t'en parle un petit peu, oui. Même pas un peu beaucoup. On va en parler beaucoup, bien sûr. On va essayer de décrypter. Effectivement, comme tu le dis, ça remonte à la nuit des temps. D'ailleurs, dans la grande histoire de la voyance, semble-t-il, avec l'astrologie, c'est probablement le moyen de divination le plus ancien du monde. Très bien, oui. Il semblerait, sous toute réserve, mais avec les études archéologiques qui ont été faites, que les premiers textes de chiromancie ou de chirologie reviendraient à quelque chose comme 5000 ans, et ça aurait été trouvé en Inde. Donc les Indiens, une fois de plus, parce qu'ils sont quand même leaders dans pas mal de domaines, sont les premiers à avoir traité de ouvert ces voies. On allait chercher quoi finalement ? Un destin, mais plus sur la santé. J'imagine qu'à l'époque, ils n'avaient pas les préoccupations que nous avons aujourd'hui, mais peut-être l'amour aussi. Ouais, non alors pour être l'argent. L'argent, oui. Alors on dit, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, on en reparlera au cours de notre conversation, que pour un homme, généralement, lui, quand il va voir un voyant, c'est 95% pour des histoires d'argent. C'est les sous. Voilà, les sous. Et par contre, une femme... C'est l'amour. Le cœur, ça c'est comme ça. On est romantique ou on ne l'est pas. Ouais. Alors en tout cas, pour nos chers Indiens, moi je ne sais pas, j'y étais pas, comme dit l'autre, mais tu sais, les problèmes, ou plutôt les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, ils sont récurrents depuis le début de l'humanité. Bien sûr. Santé, travail, argent, amour, toujours la même chose. Je crois que le monde tourne autour de cela et en tout cas, on peut peut-être s'en réjouir. Toi, en ce qui te concerne, Christian, quelles ont été finalement ces voies d'attrait, d'intérêt, de construction aussi, parce qu'on ne devient pas, je dirais, un chiropracteur, c'est le bon terme ? Alors, chiro. Reprenons l'étymologie. Oui. Chiro, c'est un mot qui vient du grec. Oui. Chiro en grec, ça veut dire la main. La main. Practeur, c'est plutôt référence à la pratique, mais pratique médicale. C'est plutôt quelqu'un qui masse les mains, d'après ce que je comprends, quelque chose comme ça. Donc, voilà, non. Chiromancie. Je suis un chiromancien. C'est-à-dire que mancie, ça fait, là encore, c'est un mot qui vient du latin, enfin de l'Antiquité en tout cas, du grec ou du latin, et ça vient du grec, je crois, grec, manteia, qui signifie oracle. Et donc, stricto sensu, au sens propre, on parle de chiromancie, c'est-à-dire l'oracle dans la main. L'oracle dans la main. Alors, qu'est-ce qui ferait que finalement, lorsque nous sommes déjà en gestation dans le ventre de la mère, je pense que des plis se créent, des crevasses, parce qu'on va étudier cette main forcément comme un terrain universel en ce qui nous concerne. Qu'est-ce qui nous lie à cette main ? Qu'est-ce qui fait que ce destin, on peut le traduire dans les mains et... Alors, tu sais quoi, mon cher Eric ? Je vais te faire un petit peu l'explication que je fais dans la plupart de mes conférences, et ça accroche bien les gens qui m'écoutent habituellement. Donc, reprenons. Effectivement, tu as prononcé la bonne expression, la gestation, et ce qui nous lie à la main. Effectivement, l'histoire de la chiromancie, en ce qui nous concerne en tant que personne propre, n'est-ce pas ? Ça remonte effectivement à notre état de fœtus. Et il semblerait que, d'après les études médicales, on se soit aperçu, en voyant le scanner, en passant le fœtus, l'embryon au scanner dans le ventre de maman, n'est-ce pas, que les petites mains, voilà, on les voit apparaître avec les trois lignes primaires, les trois lignes primordiales que sont, on en reparlera, la ligne de vie, la ligne de tête et la ligne de cœur. On les voit apparaître aux alentours de 5 mois environ. D'accord. Et à cette période-là, à cet âge-là, les deux mains sont rigoureusement identiques. D'accord. Et on s'est aperçu aussi
très curieusement, que ces deux petites mains, eh bien, elles sont rigoureusement identiques sur tous les embryons du monde à ce moment-là. Alors que, on le verra par la suite, effectivement, toi comme moi avons des mains différentes, et qu'il y a peut-être combien, 6 ou 7 milliards d'amis et de frères et sœurs ou de cousins sur cette planète, et que pas un seul d'entre nous avons une main identique. Mais à l'âge de 5 mois, revenons-y, on a tous les mains identiques. Ensuite, que se passe-t-il? Donc bébé sort du ventre. OK. Et dès l'instant où bébé sort du ventre, très rapidement, à l'air libre, si je puis dire, les lignes commencent à bouger. On fait bouger les lignes, voilà, sans jeu de mots. Et puis tout ça, la main gauche, la main droite sont là, les lignes bougent, elles se complexifient. On n'a plus seulement 3 lignes, la ligne de tête, la ligne de cœur et la ligne de vie, mais d'autres lignes commencent à apparaître. Cela jusqu'à l'âge d'environ 5-6 ans. 5-6 ans, c'est quoi? C'est le moment où l'enfant commence à reconnaître la droite de la gauche. Et là, je dis toujours dans ma conférence, mais il n'y a pas de politique là-dessous. OK? Il devient ambidextre. Voilà, il va se servir de ses deux mains. Alors, voilà. Et en tout cas, vers l'âge de 5-6 ans, c'est le moment, en fait, où apparaît l'écriture. Plus ou moins. Et à ce moment-là, l'enfant effectivement reconnaît sa gauche de sa droite. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, curieusement, au moment où l'enfant commence à écrire, eh bien, la main dont il se sert le plus, et c'est habituellement la main de l'écriture, pour la plupart des gens, eh bien, les lignes, à ce moment-là, elles vont se mettre à évoluer tout au long de la vie, jusqu'au moment où on casse la pipe. Alors que l'autre main, le plus souvent, c'est la main gauche dans notre société de droitier. Cette main gauche, eh bien, elle restera toujours plus ou moins à l'état où elle est à 5 ou 6 ans. Elle se fige dans le passé, quoi. Exactement, elle se fige dans le passé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres lignes qui vont apparaître, mais globalement, ça se fige dans le passé, effectivement. Et donc, par conséquent, il y aura une main qui sera le témoin de tout ce qui était prévu à notre naissance. C'est la main en quelque sorte de notre destinée. Les Indiens ou les Hindous diraient la main du karma. Très bien. Qui reflète l'état de ce que nous avons vécu dans nos vies passées et et qui est en quelque sorte notre compte en banque à la naissance, ce qui va notre outil à la naissance qui va nous permettre de progresser dans cette vie. Et l'autre main, la main actuelle, le plus souvent c'est la main droite. La main actuelle, ou la main dominante, dit-on, alors que l'autre est la main non dominante. Cette main dominante, elle va évoluer tout au long de notre vie en fonction de nos choix personnels et de notre libre arbitre, dit-on, et puis des événements qui peuvent survenir dans notre vie. Alors, je te parle de main gauche et de main droite. En réalité, tu auras, je pense, compris, Eric, que je parle de main gauche et de main droite, mais on devrait parler de main dominante et de main non dominante, et que par conséquent, pour les gauchers, c'est exactement l'inverse. Voilà. Alors justement, toi, Christian, quand on vient aussi dans cette passion, il y a un don, comment finalement sur ce chiromancien, du coup, on l'acquiert par technicité, on l'acquiert par connaissance, par expérience. Enfin, il y a un diplôme comment finalement, parce que au regard des livres, et on va forcément aborder là aussi cette littérature. Tu fais référence, je l'évoquais, de sommité quand même dans ce travail. Quelles ont été finalement ces voies? C'était dès l'enfance où toi tu as commencé à avoir un don. Quels sont les... Alors, il est vrai que... voix. Merci. C'est évidemment notre ego fait qu'on aime bien parler de soi. Allez. C'est le but aussi. On veut comprendre, on veut savoir qui tu es. Allez, tu me flattes. Du tout. En tout cas, il est vrai que mon parcours, je le raconte dans mes 2 livres principaux, dirais-je. Ce sont la Décrypter l'avenir, le dernier, et la chiromancie pour les nuls. Oui. Bon, donc ça, il y a ma biographie, entre guillemets, ou mon parcours personnel qui est expliqué dans ces 2 livres. Mais enfin, je peux te le résumer en deux mots. En 2 mots, j'étais un collégien sans histoire à l'âge de 15-16 ans. J'ai trouvé un livre sur Gandhi dans une librairie. Je l'ai regardé. Comme ça, par pure curiosité. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais enfin, c'est comme ça. Il paraît qu'il n'y en a pas. Il paraît qu'il n'y a pas de hasard.
Voilà, donc du coup, je me suis intéressé à l'Inde. Voilà. Du coup, j'ai commencé à fréquenter des gens un peu fous qui aimaient bien la méditation ici à Paris. Je me suis mis à la méditation. Ça a forcément développé en moi, on va dire, un sens second, parce que quand tu fais de la méditation, voilà, eh bien, naturellement, tu développes en quelque sorte certains pouvoirs. Mais je ne cherchais pas les pouvoirs, mais c'était comme ça. Enfin, ils étaient là de toute voilà. façon. Ouais. Bref, du coup, j'ai commencé à voyager en Inde. Combien même j'avais une bonne situation par ailleurs, ça n'a rien à voir entre guillemets, puisque j'ai été juriste de formation. Oui. Mais en tout cas, j'ai beaucoup voyagé en Inde. Et au cours d'un de mes voyages en Inde, alors que j'étais encore juriste, et juriste dans une grande boîte, dans une grosse société, j'avais un bon poste, j'avais un bon poste de juriste, eh bien, par curiosité pure, je me suis fait lire les lignes de la main par un local. Oui, il est vrai que, pourquoi je me suis fait lire les mains par un local, c'est parce qu'il est vrai que j'avais, peu de temps avant, assisté à une conférence sur les lignes de la main à Paris. Et que j'avais trouvé ça vraiment fort. Alors du coup, mon prochain voyage en Inde, je trouve un local, un brahman local, et puis je voyais qu'il faisait ça. Et je lui dis, fais-moi une consultation. Et du coup, il m'a fait les lignes, et il m'a dit, toi, mon garçon, tu serais vraiment très fort en voyance. Bon. Sur le moment, je dis, bon... Pourquoi pas Non, excuse-moi. Non, Eric. Sur l'instant, je me suis dit, bon, curieux, bon, il est gentil cet homme-là, mais moi, je suis juriste, j'ai une bonne place de cadre, de bon cadre dans une grosse boîte française bien prestigieuse. Et du coup, je suis très bien comme ça, merci. Et puis, en fait, quelques années plus tard, j'ai quitté l'entreprise en question. Pour raisons économiques, parce que j'ai fait partie d'une charrette, même dans les grosses boîtes. Il y a une époque comme ça. Il y a une époque, voilà, bon, on en a viré avec moi environ 200, je pense. Et puis, bon, c'était le moment, quoi, en quelque sorte. Donc, du coup, je suis allé en Inde faire mon petit congé sabbatique. Et puis là, je me suis mis à étudier les lignes de la main. C'était en 2008. Et puis, en revenant, je me suis dit, je laisse tomber le droit, ça ne m'intéresse plus. Le juridique, j'en ai ras la casquette, voilà, et je deviens voyant en matière de chiromancie. Très bien. Alors, tes premiers, je dirais, contacts ont été quoi? Difficiles, tu t'en souviens? Il y avait un peu d'hésitation, parce que c'est pas aisé quand on regarde une paume de main. J'allais dire, avant qu'on développe cela, c'est vrai, il y a même des fois, tu sais, on se coupe la main pour faire un pacte. C'est qu'on vient couper les lignes, c'est que... Alors, avant de répondre à ta question, car j'ai un peu de suite dans les idées, mon cher Eric, je voudrais répondre à l'idée de savoir si l'idée de don. Est-ce qu'on a un don? Don ou pas, j'allais y venir à ça. Voilà, un don, pas ou don. Alors, moi, je pense, tu vois, en toute humilité, que... Bon, déjà, on a tous une prédisposition quelque part à la voyance. C'est-à-dire qu'on a le corps que tu as, le mien, le tien, le mien, on peut avoir un corps de femme ou d'homme ou quoi. Mais en tout cas, on a tous quelque part, en plus du corps, une vibration qu'il appartient à chacun d'entre nous de cultiver. C'est d'ailleurs le thème de mon livre, du dernier livre que j'ai sorti. Décrypter l'avenir. On y reviendra. Mais indépendamment de ça, si tu veux, on a tous une sensibilité pour quelque chose. Et je prends toujours l'exemple des musiciens. Même si on a une fibre musicale qui fait qu'on peut plus facilement qu'un autre être musicien, un musicien, même Mozart, je ne vais pas me comparer à Mozart quand même, mais enfin même Mozart, je le soupçonne fort, j'y étais pas pour voir, mais enfin je le soupçonne fort de faire ses gammes aussi. Oui, tu vois, bien sûr. Et tout musicien fait ses gammes. Donc de la même manière, on peut avoir un talent ou un don initial pour la chiromancie, mais après, il faut faire ses gammes, il faut étudier beaucoup. Étudier beaucoup, et après, évidemment, travailler sur pièce. Bien sûr. Justement, on reviendra sur cette émotion de la première consultation, mais est-ce qu'avant toi, il y a eu finalement, là aussi, tu citais Gandhi, des hommes ou femmes qui ont été, je dirais, les prescripteurs finalement de cette chiromancie? Tu as quelques ouvrages anciens, il y a eu de grandes signatures? Parce qu'on les connaît. Alors, absolument. Bon. Oui. Oui, la chiromancie, telle que je la pratique aujourd'hui, elle est la chiromancie actuelle, elle est le résultat d'une très longue tradition qui remonte effectivement à l'aube de l'humanité.
Je peux brièvement, parce que c'est peut-être pas ce qui intéresse quelques mots, l'auditeur, mais effectivement, les premières traces écrites viennent des Védas, donc c'est les livres sacrés de l'Inde, d'accord. Après ça, grosso modo, ça a traversé toute l'Antiquité, et on dit que des gens comme Jules César, par exemple, étaient de très grands chiromanciens, et que Jules César, par exemple, avant de rencontrer l'émissaire d'une puissance étrangère, lui regardait les mains pour savoir si l'intéressé allait lui raconter des cracks ou pas, et s'il pouvait le recevoir. Ouais. Voilà, déjà. Après, au moment du Moyen-Âge, la chiromancie est passée en quelque sorte dans la clandestinité, puisqu'elle était condamnée officiellement par l'Église, et donc on se retrouvait plutôt assez vite au cachot, au bûcher. Voilà. Et donc, du coup, la chiromancie, à cette époque-là, elle a été sauvée par des gens qui venaient de l'Inde aussi, de façon lointaine, qu'on appelle les gens du voyage, les Roms, les Gitans. La Esmeralda. Esmeralda, absolument, qui ont sauvé en quelque sorte la chiromancie de l'oubli à cette époque-là du Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance, renouveau de la chiromancie, surtout avec la Bible, et puis après est venue l'époque moderne, mais le renouveau de la chiromancie telle qu'on la connaît provient de deux écoles, une école anglaise, et une école française. Et les maîtres, les grands maîtres de la chiromancie actuelle s'inspirent pour beaucoup d'un grand maître de chiromancie qui s'appelle Desbarolles, que je cite en début de mes livres. Voilà. Et Desbarolles, actuel, qui est un monsieur qui vivait à l'époque de Jules Verne, voilà, donc au 19e, est le fondateur de la chiromancie moderne. On peut dire un initié aussi. Pardon ? Un initié au sens... Oui, il était pas mal... Il était très, très mystique, ce monsieur. Et tu vois, le livre que j'ai ici... C'est le sien, oui. C'est un livre plutôt canonique. Qui a été feuilleté, Révélation complète, Mystère de la main, Desbarolles. Exactement. 1918 aux éditions Vigo Frères. Voilà. Donc ce monsieur Desbarolles, il est le fondateur, un des fondateurs de la chiromancie moderne. Mais il y a des Britanniques qui sont très forts également. Très bien. Alors justement, Christian, tout à l'heure, je te faisais un petit pas de côté. C'est vrai qu'on se serre la main. Il paraît pour montrer qu'on a une main désarmée, pour se donner de l'assurance. Je te disais, on signe des pactes. Il faut par le sang, on vient se saigner le cœur de la main pour se lier. Est-ce que cette main, justement, elle préfigure, là aussi, je dirais, notre humanité, notre moi, On voit bien qu'elle est importante, cette main. Alors, je vais te dire une chose. Je me suis amusé, en introduction... Sur la chiromancie pour les nuls... Disponible dans toutes les bonnes librairies. Disponible dans toutes les librairies et sur Amazon et tout le reste. Tu as décrypté les expressions autour de la main, j'imagine. Exactement. Exactement. Au tout début du livre, j'ai décrit exactement, en 2 mots, un certain nombre d'expressions où il y a le mot main, juste pour s'amuser. Tiens, parce que si je retrouve le passage, 5e partie, les lignes de la main. Par où commencer ? Notre avenir est dans nos mains, les origines... Alors c'est un livre, j'en précise, parce qu'il est très complet. Quand on dit pour les nuls, c'est la lecture, mais on en apprend quand même beaucoup. Et c'est vrai que d'un seul coup, c'est plus qu'un témoignage. J'allais dire, c'est une vraie cartographie à ce monde de la cartomancie. Alors as-tu trouvé Voilà, j'ai trouvé la page. Alors vas-y, on t'écoute. Voilà. Alors, à qui s'adresse ce livre ? Donc, page 2 de la chiromancie pour les nuls, aux fameuses éditions pour les nuls, qui effectivement traitent d'ailleurs de toutes sortes de sujets. Il existe de nombreux sujets qui sont traités dans la chiromancie, dans la série pour les nuls. Donc, à qui s'adresse ce livre ? Si vous n'avez pas encore essayé, c'est le moment. Tentez d'énumérer les expressions françaises contenant le mot « main ». Oui. C'est plutôt amusant et facile car la langue de Molière ne manque pas d'inventivité. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer quelques-unes. Allez, on t'écoute. Allez, pour vous aider, d'un revers de main, se prendre par la main, innocent les mains pleines, main de fer dans un gant de velours, mettre la main à la poche, entre parenthèses. À la patte aussi. Entre parenthèses, ça on connaît bien. D'accord. Être uni comme les 5 doigts de la main, se trouver entre 2 bonnes mains, être à 2 doigts de réussir, manger sur le pouce. Oui. D'accord, les 2 dernières ne parlent pas de main, mais ça y touche de vrai, pas vrai. De près, pas vrai. Et je vous laisse continuer le jeu et les gagnants auront droit à ma poignée de main. Cher Christian, mais c'est vrai qu'une poignée de main, il faut qu'elle soit franche, il faut qu'elle soit
viril, on va dire, sans écraser, mais c'est important. Alors justement, je vais te tendre une main parce que on va y venir pour que tu nous expliques. Forcément, il y a un cabinet ici à Paris, on peut te consulter pour tous ceux qui veulent, je dirais, savoir leur destin, mais on revient à la main, parce que la main, donc c'est une paume, c'est des doigts, chaque doigt aussi a une valeur, je crois que le pouce a une importance particulière, tu as une main ici... Attends, excuse-moi, tu vois comme je suis mal poli. Tu me parlais de poignée de main. Oui. Donc, justement, on va faire une poignée de main, tu permets ? On se regarde normalement. Ouais. Ah non, ça, la main molle... T'aimes pas ? Moi, j'aime pas la main molle. Hein. J'aime bien la poignée de main qui... Celle-là. Mais il y en a eu des... Voilà, sacré Christian. La poignée main molle, j'aime pas trop. Mais il y en a qui ont cette main molle. Hein. Et effectivement... Quand je fais une conférence, ça, je commence toujours par ça, parce que les gens alors disent... T'as l'impression d'avoir un mort. Hein. Voilà, c'est ça. Alors les mains moites, pendant que nous sommes dans les... C'est pas facile aussi quand t'as les mains moites et les pieds poites, comme on dit. Ouais. Alors, bon, déjà la main molle, effectivement, ça peut indiquer plusieurs types de personnes. Oui, déjà là. Premier, une main déjà très molle, c'est quelqu'un peut-être sur le plan médical de malade. Bon, ça c'est un point. Bon. Personne très âgée aussi, peut-être. Bon, oui, c'est vrai. Autrement, c'est l'absence de franchise. Quelqu'un qui se cache ou qui n'a pas envie. J'y vais, mais... voilà, j'ai pas envie et tu m'intéresses pas. Et je suis en retrait. Ouais. Ça, c'est la poignée de main. Et par contre, la main virile, c'est plutôt la main de quelqu'un qui en a envie. Et d'ailleurs, très curieusement, tu remarqueras que quelqu'un qui te serre la main trop fort, c'est peut-être quelqu'un de profondément timide. Peut-être, oui. Et qui a une expression, parce qu'il y a des fois, il y a des poignées de main. Et il te la serre fort, histoire de montrer que c'est lui le chef. Et on a remarqué, enfin j'ai remarqué en tout cas, que par exemple un jeune petit, je sais pas moi, commercial en assurance vie, j'ai rien contre l'assurance vie. Voilà. Et là, il va te serrer la main super fort parce que il est pas bien dans son pantalon et juste il essaye de te... On le voit bien. Je voudrais 2 autres poignées de main puisqu'on est dans les poignées de main. Il y a celle des amoureux et puis il y a celle des papas et des papis. On reste entre hommes ou des mamans et des mamies. La main contient la menotte que nous tenons. Absolument. C'est marrant que la menotte soit même un mot de prison, comme une des menottes. Tiens, j'y avais pas pensé celle-là. Bravo. Tu vois, Christian, mais c'est vrai, on tient les menottes des enfants. Exact. Et cette main amoureuse aussi, on voit bien que cette main, elle transmet bien plus que le fait de prendre, le fait de saisir. Ah bah absolument, donc effectivement, la main, après, ça peut être langoureux et tout, effectivement. Enfin, en tout cas, tu me parlais justement, il y a 2 minutes, de la main moite. Oui. Alors, la main moite, c'est très intéressant, parce que la main moite, d'après les observations, en tout cas les miennes, et puis d'autres aussi, pas que les miennes, mais ça correspond souvent à des gens qui ont subi quelque chose de très désagréable, voire une atteinte éventuellement intime, ou en tout cas des émotions difficiles à vivre lorsqu'ils étaient très jeunes. Dans cette vie ou dans d'autres ? Dans cette vie, plutôt souvent. Dans cette vie. Ouais. Et que souvent, donc, ces gens-là, jusqu'à un âge avancé ou adulte, peuvent avoir les mains moites. Et par conséquent, et ça on l'a vu, que dès l'instant où la personne va mieux sur un plan moral, sur un plan intime, sur un plan de vie sociale, eh bien, la main, elle deviendra pas moite. Ou la moiteur va partir. Okay. Et on le voit notamment lorsque certaines personnes qui sont atteintes de cette chose-là, eh bien, elles subissent ou elles vont à travers une psychothérapie. Eh bien, une fois que la psychothérapie est aboutie et que ça a réussi, eh bien, la personne, elle retrouvera la main. Très bien. La main normale, entre guillemets. Bon, Christian, on avance. J'étais à te tendre cette main, une main de témoin, en tout cas, parce que nous sommes que tous les deux. Alors, te voilà une main droite, je suis droitier. Pour autant, au sport, je suis un inversé. Je me sens plus à l'aise. Alors, je ne sais pas si ça joue. Donc, j'ai une main gauche qui est un peu restée dans mon enfance, on l'a compris tout à l'heure. Bon, j'ai quelques petites ampoules qui sont restées. Premier contact, là, j'ai une main classique. C'est parce que tu as une lumière, je pense. Ah d'accord, aussi. Il fallait que je la sorte. Voilà, ça allait bien. Alors voilà, j'ai une main normale, on va dire, j'ose espérer. Ouais. Alors déjà, tu vois, quand on fait une consultation, on met la main normale. Juste la normale, on la pose comme ça. Tu vois. Alors après, effectivement, quand on regarde une main, Eric, il y a toutes sortes d'aspects. Parce qu'en fait, on parle des lignes de la main, mais une main, il n'y a pas que les lignes.
Ce que je pratique en réalité, c'est plutôt la chirologie, du grec logos égale la science, ou la connaissance, voilà, plutôt que la chiromancie, ce qui est un peu restrictif, si tu veux. Je comprends. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on regarde une main comme ça, déjà, la première chose que tu vois, c'est la taille de la main. Petite main ou grande main ? Petite main, généralement, c'est les gens super speed, super communicants, qui ont la langue bien pendue. Voilà, généralement, si tu veux, si tu veux vraiment qu'une nouvelle se propage très vite, tu dis à quelqu'un qui a une petite main, alors tu sais quoi, je vais te dire un secret, mais il ne faut pas le répéter. Tu peux être sûr que dans la demi-heure d'après, tout le monde est au courant. Okay. D'accord. Bon, moi, je pense que j'ai une main moyenne, parce que je connais des gens qui ont des pattes, on va dire. Alors voilà, la taille de la main. Après, il y a beaucoup de lignes ou il n'y a pas beaucoup de lignes. Alors, s'il y en a beaucoup, plus il y a de lignes, plus la personne, entre guillemets, est compliquée. Ah oui, d'accord. Moins il y a de lignes, plus la personne est une personne plutôt simple, ça ne veut pas dire simple d'esprit, mais qui n'a une vie qui n'est pas très compliquée. Et puis généralement, quand il n'y a pas beaucoup de mains de lignes sur la main, c'est généralement aussi les gens qui sont adeptes du grand air, qui aiment bien, qui sont plus à l'aise dans un métier dit manuel, ou en tout cas dans un métier où on n'est pas vraiment posté du matin au soir derrière son ordi et derrière son bureau sur sa chaise. Ça doit être un peu ma main, ça. Voilà. Alors par exemple, toi, tu as typiquement une main effectivement de quelqu'un plutôt, entre guillemets, d'aéré, de sportif, et je dirais, tu vois, avec une main comme ça, que tu aurais pu faire un excellent candidat pour les forces armées, la police, la douane. Ou c'est une voie que je n'ai pas ouverte. Mais ça peut, enfin, en tout cas... ça aurait pu, voilà, mais ça ne l'a pas fait. Surtout que, Eric, quand on te voit comme ça, tu étais quand même du genre quand même plutôt baraqué, quoi. 1m80, 93 kg. Voilà. Donc tu aurais pu quand même faire un excellent... un beau bébé, quoi. Voilà, un beau bébé. Absolument. Donc, tu vois, tu as la main qui correspond à ton physique. Avec ce genre de main. Alors les grandes lignes, parce que c'est vrai qu'on est toujours intrigué, on regarde sa paume de main, on les voit. Alors après, il y a aussi une notion, tu vois, doigt court ou doigt long. Si tu as les doigts courts, tu vois, Eric, tu as ce qu'on appelle une intelligence de type synthétique. C'est-à-dire synthétique, c'est-à-dire que tu vas droit à l'essentiel. Pragmatique, quoi. Pragmatique, et surtout, tu n'aimes pas perdre ton temps. Voilà. C'est le genre de personne qui voit tout de suite ce qui va ou ce qui ne va pas et qui agit. Et les doigts longs, par contre, c'est l'esprit d'analyse, l'esprit analytique. C'est plutôt le genre de personne qui, comme dit l'autre, va couper les cheveux en quatre, va regarder tout dans le détail avant de prendre une décision. On dit les doigts de pianiste aussi. Il y a des gens, les femmes aussi ont des doigts longs et fins. Toi, on va dire que tu as une main mixte, avec les doigts, quand même, si on prend une mesure, plutôt légèrement plus court que la paume. Donc, c'est plutôt le type d'intelligence dit synthétique, le sens de la synthèse immédiate. Voilà. Tu n'es pas le genre de personne, tu es le genre de personne qui va droit au but, qui va sans... Et d'ailleurs, on le voit donc effectivement sur tes lignes principales. Et tes lignes, à toi, Eric, elles sont plutôt du genre bien dessinées. Avec, effectivement, on va présenter les stars là maintenant. Les 5 stars. La première, la ligne de vie. J'ai nommé... C'est celle qui est sous le mont du pouce, quoi. Enfin, qui fait le tour du pouce, effectivement. Voilà. Ça, c'est la ligne de vie. Elle commence ici. Ah oui, on pense toujours qu'elle commence au poignet, mais non, elle termine au poignet. Ça part des doigts. Voilà. Je te redonnerai leur rôle respectif après, mais là, je les présente. Donc, la ligne de vie. Après, tu as la ligne du destin ou de la destinée. Certains, surtout chez les Anglais ou les Anglo-Américains, l'appellent la ligne de chance, mais enfin, c'est la ligne du destin. Et elle part dans l'autre sens, celle-là. Elle part du bas. Elle part du poignet pour aller vers les doigts. Sa fin théorique, c'est par là. D'accord. Voilà. Après, tu as la ligne de tête, surnommée aussi la ligne d'intelligence. D'accord, ça c'est un peu comment on réfléchit. Voilà, exactement, c'est aussi ton profil intellect. Après, tu as la ligne... La fameuse ligne du cœur, ici, voilà. Ça, c'est sa vie affectueuse, amoureuse. Voilà, la vie amoureuse, effectivement. Et tu as une autre ligne très importante qui est ici, qui se termine sous ce doigt-là, qu'on appelle la ligne du soleil. Très bien. Alors, bien comprendre que selon que l'on voit plus ou moins la ligne, et que selon que la ligne va projeter elle-même des petits, c'est-à-dire des lignes d'influence, en haut ou à droite, en haut ou en bas ou à droite. Je te coupe un instant, Christian, c'est un peu comme des nervures d'une feuille, cette paume de main, non ? Exactement, très bonne remarque, absolument. Enfin, en tout cas, plus les lignes sont marquées, plus leur rôle
où leur mission sera accomplie dans ta vie. Alors, justement, rappelons-les très rapidement. La ligne de vie, contrairement à ce que l'on peut penser, n'indique pas la quantité de vie, mais la qualité de vie. Très bien. À savoir que la ligne de vie, elle parle plutôt de savoir si tu es en mauvaise ou bonne santé. Première chose. Donc ça, évidemment, c'est super intéressant pour anticiper les événements. Parce que si tu es quelqu'un de normalement intelligent, ce qui est la plupart du cas, c'est ce qui est le cas pour la plupart des gens, voilà, eh ben, si je te dis que je vois un problème de santé éventuellement apparaître sur ta ligne de vie, que vas-tu faire? Logiquement, tu vas aller chez le docteur. Et oui, on doit prendre soin d'anticiper. Anticiper. Et d'ailleurs, dans la chiromancie pour les nuls, j'ai reproduit avec la permission de l'intéressé et puisqu'il s'agit d'une dame, l'échange d'emails que j'ai eu avec elle, dans laquelle elle m'a dit: Christian, merci, vous m'avez guéri de ceci. Vous m'avez guéri, non. Vous m'avez préparé. Vous m'avez avisé que j'avais ceci, ceci, cela. J'ai été vérifié chez le docteur et effectivement j'avais. Donc maintenant on a pu traiter et maintenant je vais bien. Comme quoi c'est utile. Bon, bref. Ça, c'est donc la ligne de vie. La deuxième ligne importante, c'est la ligne de tête ou d'intelligence. Je n'avais pas que des bonnes notes à l'école, Christian, je te l'accorde, mais ça n'a rien à voir. Vrai. Alors, un peu quand même. Un peu, mais effectivement, malgré tout, bien comprendre que la ligne de tête ou d'intelligence peut indiquer une certaine force, une certaine intelligence, mais c'est surtout la forme d'intelligence que l'on peut avoir. C'est-à-dire, donc là, tu décryptes quoi? En l'occurrence, la ligne de tête ou d'intelligence peut nous aider avec d'autres éléments sur la main, pas que. Mais oui, il y a une combinaison après dans laquelle on ne va pas rentrer. Ce n'est pas une consultation, c'est une explication. Voilà. La ligne de tête ou d'intelligence peut nous aider, entre autres, à nous déterminer sur le plan professionnel. Très bien. Mais bien comprendre que les lignes en elles-mêmes, d'ailleurs, ne se lisent pas juste, on ne lit pas juste les lignes. La lecture de la main, c'est un peu comme une équation avec plein d'inconnus. Avec plein d'inconnus et plein de variables. Et quand tu lis une main, tu regardes la forme de la paume, petite, grande, la longueur des doigts, les lignes elles-mêmes, qui jouent évidemment un rôle énorme, et puis après... Les épaisseurs aussi. La gestuelle, les lignes sont-elles plus ou moins marquées, etc. etc. Tout cela, c'est une équation avec des multiples... Voilà, mais enfin, la ligne de tête ou d'intelligence, c'est pas... Ça peut être le QI, disons, mais c'est aussi la forme d'intelligence, voilà. Et puis aussi, c'est notre état mental. Okay. De la même façon, ça parle de la tête sur le plan mental, de la même façon que la ligne de vie parle de la santé. Bon, rassure-moi, je ne me fais pas de pâté de tête. Non, a priori, tel que je vois là, tout va à peu près bien. Enfin, la troisième... C'est à peu près qui m'inquiète. C'est pour le plaisir, Christian. Non, t'inquiète pas. Alors, je précise pour les lecteurs, pour les auditeurs, que les consultations sont payables d'avance. Ah oui, voilà, c'est mieux. Donc là, on explique, c'est pas une consultation. Mais c'est vrai, Christian, c'est important parce que d'un seul coup, c'est vrai, ça vient donner un regard quand même singulier sur soi-même. Absolument. Alors après, tu as la ligne de cœur. La ligne de cœur. Qui effectivement te parle de notre vie amoureuse, du style d'amant ou d'amoureux que l'on est. Et là, c'est très intéressant parce que ceci, conjugué avec d'autres éléments, permet de savoir, entre guillemets, nos mœurs amoureuses. En d'autres termes, si au cours de notre vie sentimentale, on est plutôt du genre je suis fidèle, ou bien si en dehors des... Si je suis un coureur. Voilà, si en dehors de ma relation principale, j'aime bien goûter quelques spécialités exotiques. On ne sait jamais. Voilà. Et tu comprends, mon cher Eric, pourquoi habituellement, dans une consultation, je reçois monsieur et madame séparément. Vaut mieux dans ces cas-là. Si tu comprends. Ou du moins, il faut taire quelques secrets dans ce cas. Tu es perspicace. Je sens qu'il est perspicace. Et il faut toujours être prudent. Voilà. Alors, ça, après ça, tu as la ligne laquelle? Ça, c'est la ligne du destin, qui commence ici et qui se termine là. Très bien. Qui, elle, est un... Alors, le destin, c'est finalement là. C'est le résumé des principaux événements de ta vie. Ouais, c'est pas la chance, c'est vraiment l'effet marquant, c'est un peu la ligne de notre aventure, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, alors, tu vois... À part, elle aussi, du poignet pour terminer, donc... Voilà.
sous le... Alors, si tu as une ligne plutôt bien marquée, ça veut dire que tu es quelqu'un d'assez décidé dans la vie. Ouais. Si en revanche, ta ligne, et ça peut arriver sur certaines personnes, elle est coupée dans tous les sens, qu'il y a des ramifications par-ci, par-là, ça veut dire que tu as une vie compliquée et qu'éventuellement, tu as un destin un peu compliqué. Mais la ligne du destin, comme je le dis toujours, ne saurait être complète sans sa sœur jumelle, qui est la ligne du soleil. Voilà. Tu disais que c'était quand même une ligne très importante pour toi, celle-ci. Hein. On va chercher quoi dans cette ligne du soleil, justement ? Alors, la ligne du soleil, c'est le reflet de la quantité de soleil que nous avons dans notre vie. Mais encore. Notre lumière, notre énergie, comment on pourrait mettre des synonymes ? Exactement. C'est ça. Et le synonyme essentiel, c'est la ligne de soleil, c'est l'épanouissement. Dans quelle mesure, dans ma vie, je suis plus ou moins épanoui ? Et cet épanouissement, habituellement, on le mesure selon 3 critères. Oui. Le premier critère de l'épanouissement, c'est est-ce que je suis bien dans mon métier, dans mon activité principale ? Est-ce que j'aime ce que je fais ? Vaut mieux. C'est préférable, disons. Numéro 2, est-ce que je suis bien dans mon rapport avec les autres, notamment au travail ? Comme dit le grand Jean-Jacques Rousseau, l'humain est un animal social. Et puis au travail, il vaut mieux quand même s'entendre avec les collègues, c'est meilleur pour l'ambiance. Un peu d'empathie ne nuit pas. Oui. Okay. Et le numéro 3, critère très important du bonheur, on a beau ne pas être matérialiste ou l'être modérément. Faut des sous-sous. Des pépettes. Exactement. Ouais. Et voilà, donc qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, dans la société dans laquelle on vit. Et par conséquent, la ligne du soleil peut indiquer, avec d'autres critères, une fois encore, mais enfin, elle peut indiquer à quelle période de ta vie tu vas toucher tu auras moins ou plus d'argent. Et pas plus tard qu'hier soir, tu vois, je recevais 2 messieurs, d'ailleurs, qui faisaient de la politique, d'ailleurs, par parenthèse, d'un pays étranger. Voilà. Et en tout cas, effectivement, ils avaient même des fonctions assez hautes. D'accord ? Mais en tout cas, eh bien, ils avaient une belle ligne de destinée. Et il y en a un qui actuellement qui se trouvait hors d'emploi et qui me disait oui, je suis embêté, je n'ai pas de situation en ce moment. Et je lui disais oui, mais vous avez une ligne de destin qui est vraiment très forte. Donc, excusez-moi, cher monsieur, mais je pense que même si temporairement vous êtes sur la touche, ça va, vous allez retrouver rapidement. En revanche, il avait une ligne de soleil qui était très très déficiente et je lui dis cependant attention, vous aurez du travail mais vous allez avoir du mal à aboutir à quelque chose parce que votre ligne du soleil au moment même où je vous parle elle n'est quand même pas significativement intéressante. Quand tu démarres finalement une consultation, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, tu as quand même cette singularité d'avoir un constat global, tu vois les grandes lignes, et après tu viens finalement chercher un peu les fleuves et les rivières, parce que c'est un peu cette cartographie que nous avons, c'est un peu, j'allais dire des lignes d'eau, des lignes d'énergie, c'est lignes de la main. Exactement. Et je pense quand même, d'ailleurs je n'avais pas répondu à ta question tout à l'heure que tu m'avais évoquée, mais c'est vrai que comme je te sens intéressé et que tu me poses un tas de questions... Je suis taquin aussi. Ouais, tu es taquin. J'ai du mal un peu à répondre à toutes tes questions. Mais effectivement, moi, quand je me suis mis à lire la ligne de la main, ça a marché tout de suite. Ouais, c'était une évidence. Pour moi, c'était une évidence. J'avais lu à peine un peu les classiques. J'avais lu un petit peu de Desbarolles. J'avais suivi 1 ou 2 conférences et tout. Et puis, tout de suite, ça m'a parlé. Comme si c'était quelque chose que je connaissais déjà depuis fort longtemps et que finalement, en lisant quelques bouquins, ça revenait à la base. Mais effectivement, les lignes de la main, c'est le reflet vraiment de notre être le plus profond. Justement, préparer une consultation, c'est important parce qu'on vient pour une demi-heure, pour 1 heure, te voir pour une fois, peut-être pour 2, en fonction. Il y a un moment privilégié pour se préparer, pour venir te voir, à la limite, Christian, si je prends ton cas. Je dirais, pour venir me voir, il y a 2 moments qui sont intéressants. Oui. Le premier, c'est tôt le matin, c'est-à-dire à l'heure d'ouverture classique d'un salon, par exemple. Les lignes sont différentes le matin. C'est plutôt Christian qui est un peu... C'est Christian qui est bien le matin. Qui est bien en pleine forme, après supposément une nuit de repos, n'est-ce pas ? Et là, Christian est en pleine forme pour te décrypter, vu qu'il a eu une discipline individuelle assez forte, il est très en forme pour voir tes mains de façon claire. Ou bien l'autre moment où Christian est particulièrement, je l'espère, et je le crois, avec les témoignages que j'ai eus, pertinent dans la lecture, c'est tard le soir,
quand Christian a subi ou était heureux de partager un salon dans lequel il a peut-être eu 15 consultations à la file, comme ça, et là, on rentre dans un état... Il y a une effervescence qui se produit, quoi. On est dans un état second, en quelque sorte. Ouais, je comprends. Et on est canal, quoi. Ouais, on est connecté. Ouais. Et là, du coup, on ne lit même plus les lignes. C'est les messages qui arrivent comme ça. Et justement, est-ce que pour toi, tes propres lignes de la main sont consultables? Question personnelle. D'après toi, allez, je te pose... Je pense que oui. Alors, je vais te faire une réponse à la normande, mais tu sais, qui au fond, je crois que c'est le bon sens. Tu vois, il est dit qu'un médecin, il n'est pas le meilleur pour lui-même. Parce que pour soi-même, on a toujours tendance à exagérer. Soit en pire, soit en mieux. Voilà. Soit on se trouve terrible, soit on se trouve vraiment trop super. Oui. Donc du coup, bien sûr que sur un plan théorique, j'arrive plus ou moins à voir mes lignes, mais avec connaissant ma vie mieux que les autres, je l'espère, j'ai du mal à leur donner une interprétation. Et puis, en toute humilité, je vais te dire, je trouve quand même que mes mains à moi, elles sont drôlement compliquées. Et que bonne chance à un chiromancien pour lire mes propres mains à moi. De s'embarquer dans cette aventure. Moi, je te parlais d'une Esmeralda, on ne va pas savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais c'était une vraie gitane. Je l'ai croisée il y a une trentaine d'années, à un hasard. Et cette dame, sans me demander monnaie, entre guillemets, m'avait pris la main et m'avait donné une date de vie, entre guillemets, qui était plutôt assez longue, je te l'accorde, qui m'avait fait plaisir. Tu l'évoquais, on parle plutôt de bonheur, de qualité, plutôt que de quantité de jours ou d'années qui seraient marquées dans notre main, mais pour autant, on voit bien, on est pas à l'abri d'entendre ou de recevoir tout type d'informations qui peuvent soit nous choquer ou nous espérer. Il y a un grand chiromancien, un très grand chiromancien, dont je m'inspire d'ailleurs. Ma façon de lire les lignes de la main est plus inspirée par ce chiromancien que par un autre, par le grand Desbarolles que j'ai cité tout à l'heure. Moi, je suis plutôt un disciple du grand Quero. Le grand Quero. Quero, Cheiro, qui est un Irlandais qui a beaucoup vécu aux États-Unis et qui a fait une excellente synthèse de la chiromancie classique de Desbarolles avec la chiromancie indienne. Parce que ce monsieur, il a étudié les lignes de la main en Inde, et donc son système théorique et pratique repose à la fois sur les deux écoles, indienne et donc ce monsieur Quero, il nous a expliqué où on peut voir dans la main la date de départ de quelqu'un. Chose que, par éthique, je ne révèle jamais. Tu as bien raison. Je te vois croiser les mains, je te fais un pas de côté encore, puisqu'on est ensemble. Je pense que tu connais les mudras, si je les prononce bien. C'est finalement ce code d'énergie. On voit souvent des fois nos hommes politiques, des chanteurs en tout cas, parce que la télévision en tout cas les capte plus que nous. Nos vies, je dirais, des fois insignifiantes pour les médias. Mais on voit bien que voilà, des positions de main. On vient chercher des codes d'énergie aussi. Là aussi, la main... Hormis ces lignes, ces positions, ces gestions des doigts, on a bien plus finalement à comprendre dans nos mains que ce que l'on croit. Tout à fait. Il y a une école de danse indienne classique qui s'appelle le Bharatnatyam, que ma fille pratique. Et dans le Bharatnatyam, tu as des centaines de positions de main, qui chacune signifie quelque chose. Bien sûr, Et quand il y a divers personnages dans différentes attitudes à représenter, juste par la gestuelle, on est capable de dire que le personnage, il fait ceci ou cela dans le cadre de la pièce et dans la vie en général. Tu t'es intéressé, on reviendra pour terminer cette émission, sur ce regard en tout cas sur tes livres, mais on voit bien, il y a le code du pouce, on a beaucoup on disait même ce doigt tendu était plutôt le doigt de la lumière, et c'est que plus tard finalement qu'il décrit finalement un juron aujourd'hui, mais que c'était plutôt quelque chose plutôt d'alchimique au démarrage, comme quoi les codes et les symboles évoluent, mais la main est dialogue, la main est langage. Complètement, bien sûr, évidemment, il y a les Romains, bon d'accord, après la façon de mettre le doigt ici pour certaines écoles religieuses, voilà, après, oui bien sûr. Tout ça a été une intrigue qui continue encore aujourd'hui, qui te passionne et qui t'amène là aussi à encore travailler la chiromancie. Je me considère comme un étudiant. Comme un étudiant, bien sûr. Bien sûr. La chiromancie, en fait, c'est en ça qu'elle est fascinante.
c'est qu'en fait, elle décrit notre être intérieur. Et que, pour une raison ou pour une autre, les lignes sont le reflet, par le biais des nerfs qui passent dans nos avant-bras, elles sont le reflet de ce que nous avons dans l'esprit. Et le commun des mortels ne sait pas décrire ces lignes. Mais en réalité, pour le chiromancien, quand il voit les lignes, il indique en réalité la nature profonde de quelqu'un et ses désirs profonds, conscients ou inconscients. Et dans la mesure où les désirs, s'ils sont si forts, finissent, dit-on, toujours par devenir réalité, c'est en ce sens... J'espère que je suis clair pour les auditeurs. C'est en ce sens que les lignes de la main sont un instrument de divination. Eh ben on le comprend. Moi, j'étais ravi de passer ce moment. On se retrouvera, cher Christian. Je dirais pour nos lecteurs, parce que tu l'évoquais, il y a Décrypter l'avenir. Je présente le livre à la caméra aux éditions Jouvence, ESO, Monsieur Christian Vidal, avec une préface de Martine Félan. Et puis ce livre indispensable aussi, parce qu'on ne va pas tous les citer, mais vous regardez, il y a beaucoup d'ouvrages signés Christian Vidal. La chiromancie pour les nuls, on s'en est inspiré en tout cas pour construire notre dialogue. Il y a la main, il y a les tarots. Est-ce que tu me permets, Eric, de dire juste deux mots sur celui-ci ? Je t'en prie, oui, bien sûr. Parce que celui-là, c'est un peu mon bébé favori. Ouais, Décrypter l'avenir. Il est sorti il y a quelques jours seulement. Il est tout frais. Ouais, absolument tout frais sorti. Et je crois qu'il a un intérêt spécifique. Bon, la première partie du livre est tout à fait classique, en ce sens qu'il s'agit d'une description des principaux systèmes de divination aujourd'hui, et puis également de la profession de devin, de voyant. Oui. Bon, les principaux systèmes de divination, c'est le classique, l'astrologie, la numérologie, la chiromancie, les lignes de la main, la géomancie, c'est-à-dire comment jeter les cailloux, le pendule, la boule de cristal, tout ça c'est décrit dans une première partie. Et la deuxième partie, qui je pense peut intéresser beaucoup de monde, c'est comment, sur un plan pratique, développer les talents que nous avons en soi. Ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens. On le pense. Christian, on aurait pu passer une éternité ensemble. On va essayer en tout cas de se revoir. C'était une première, je dirais, émission.